La première saison de Loki était sans conteste pour moi ce que Marvel Studios a fait de mieux en série avec WandaVision, sachant que Daredevil et autres séries Netflix ne sont pas leur production. Quoi qu'il en soit, pour la première fois depuis l'existence des séries Marvel Studios, on a une saison 2 et c'est donc Loki qui s'y colle avec 6 épisodes prévus pour une aventure temporelle qu'on espère aussi excitante et déjantée que la première. Cette vidéo traite du premier épisode en détail, il faut donc l'avoir vu car ça va spoiler sur son déroulé. Vous vous souvenez certainement d'Avatar, le dernier maître de l'air ou encore de la légende de Korra. Les aventures hautes en couleurs et pourtant pleines de sagesse de ces personnages offrent l'inspiration idéale pour des parties de jeux de rôle. Parcourir et même peut-être sauver l'harmonie menacée entre le royaume de la terre, la nation du feu, les nomades de l'air ou les tribus de l'eau, voilà ce que vous pourrez faire entre autres avec Avatar Légende, le jeu de rôle officiel dont le financement participatif pour la version française débute le 5 octobre sur Game on Tabletop. En version originale, le jeu avait battu tous les records et pour cause, on y ressent tout l'amour et l'intime compréhension pour ce riche univers qui a enchanté plusieurs générations de spectateurs et même de lecteurs. Proposant un accès facile pour les néophytes, les règles fluides ont aussi la profondeur pour satisfaire les connaisseurs sur la base d'un système powered by the Apocalypse. En résumé, juste besoin de 2 dés à 6 faces et de connaître quelques manœuvres de base et celles de votre archétype pour vous lancer à l'aventure. Le livre est à la fois accessible, dense et particulièrement agréable à lire et même, je dirais, à admirer. Le jeu a la merveilleuse idée de donner les clés permettant de choisir parmi 5 époques de ce monde, regorgeant de mystères grandioses comme de menaces aussi bien terrestres que spirituelles. 5 époques pour des ambiances très variées entre l'ère de Kyoshi, de Roku, d'Aang ou de Korra, voire même la terrible guerre de 100 ans. Et pour ce qui est du choix de personnages, rien qu'avec le livre de base incarné une audacieuse, une fripouille, une gardienne, un héritier, une icône, une idéaliste, une inflexible, un marteau, un pilier ou encore un prodige, et découvrez pour chacun et chacune des capacités uniques ainsi que 2 valeurs spécifiques entre lesquelles il vous faudra maintenir votre équilibre intérieur. Formez une équipe aux interactions déjà riches dès les premiers instants grâce aux liens choisis entre vous et lancez-vous dans une histoire imprévisible dont vous serez le cœur, que ce soit en maîtrisant un élément, une arme ou encore une innovante technologie. Il est temps d'embrasser votre destin. Le financement promet des paliers magnifiques, alors ne ratez pas l'embarquement à dos de bison volant du 5 au 26 octobre. Vous trouverez le lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo. On aurait pu s'attendre à une extravagance, mais cette saison 2 s'inscrit dans la suite absolument immédiate de la saison 1. L'esthétique est totalement respectée, on est replongé dans les oranges et verts si délicieusement surannés, avec une petite touche de crème fouettée rétro-futuriste par-dessus. Le premier plan se fait sur le visage de Kang ou encore celui qui demeure, sa statue du moins, pour souligner que c'est une version différente de ce qu'il connaissait dans laquelle est réapparu Loki, une version du passé, mais ça il doit encore le découvrir en début d'épisode. La première séquence de cette saison est pleine de significations cachées, la musique retentit ainsi qu'un son de chronomètre, ce qui est illustré par les personnages courant le long d'une coursive extérieure qui pourrait figurer un cadran, et comme s'il représentait les graduations suivant Loki dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme à rebours du temps. Dans une situation apparemment inextricable, Loki saute. Pourtant, il s'échappe du cercle inévitable, il brise la règle, tout comme le dieu nordique dont le personnage découle, il est le trickster, celui qui ne joue pas selon les règles du jeu établies. Loki tombe dans un véhicule volant utilitaire qui affiche les chiffres 435. Je n'ai pas trouvé de numéro 435 significatif dans les comics pour Loki, mais le volume 35 du run le plus récent de Thor parle de problèmes de temps et de menaces au passé, présent et futur. Plus important, le résultat de cette chute, c'est que le véhicule dans lequel il tombe vient heurter le visage du tyran, nouveau symbole explicite du rôle fondamental du dieu Loki, à savoir remettre en cause l'ordre du monde et aussi l'autorité. On redouble cette symbolique alors que le monde du TVA, représenté par l'écran de contrôle sphérique orange, tombe au sol et vient fracasser le logo qui reprend de façon stylisée le visage de l'armure de Kang avec une épée traversant un sablier, le tout inscrit dans un bouclier. Cet éclatement du sol marbré sera compris plus tard par Loki comme la preuve de ces sauts incontrôlés dans le temps, mais il est intéressant de souligner que cela implique un certain fonctionnement du temps
au sein du TVA. En effet, contrairement au reste du MCU, changer le passé ne génère pas une nouvelle branche de réalité, au contraire, cela impacte le futur de manière linéaire, comme dans Retour vers le futur par exemple. Mobius et B15 discutent de la conduite à tenir alors qu'ils sont encore sous le choc des révélations de fin de première saison. Comment annoncer que la vie entière d'un monde clos comme celui du TVA est construit sur des mensonges et qu'ils ont tous été enlevés à une vie dont ils n'ont plus aucun souvenir. Les tentatives de recourir à Miss Minute et son évocation plus tard par Loki, qui explique qu'elle était avec celui qui demeure, laissent clairement supposer qu'on retrouvera l'inquiétante intelligence artificielle plus tard dans la saison. L'épisode nous introduit aussi l'insupportable chasseur X5, puis rapidement les General Dogs et juge Gamble qui organisent une audition suite à la disparition de la juge Renslayer. Rappelez-vous, en fin de saison 1, on découvrait qu'elle était liée personnellement à celui qui demeure. Avant d'arriver à cette séquence, je remarque quand même que la scène des non-excuses du type qui avait élagué Morbius en première saison n'a quand même aucun intérêt. Je ne sais pas pourquoi elle a été conservée au montage, si ce n'est sans doute pour faire monter la pression sur ce qui attend Mobius et B15 dans la salle, mais bon, c'est pas super utile. Que ce soit cette salle du Conseil de guerre ou les autres décors de manière générale, tout cela témoigne d'un gros effort de construction de plateau avec un effet extrêmement concret. Et ce qu'ils ont recherché, cet effet très concret, eh bien c'est pour venir ancrer l'histoire, apporter un équilibre sans doute indispensable à tous ces concepts plutôt insaisissables que la série va multiplier par ailleurs. En résumé, la situation est assez simple, la ligne de temps sacrée explose en de nombreuses branches et pourtant Mobius comme B15 voudrait qu'on arrête d'élaguer car ils ont compris que les vies des personnes de ces branches ont autant de valeur que celles de la ligne du temps sacré. Toujours en insistant sur ce fonctionnement très analogique, avec ce système de bande d'enregistrement, Loki découvre de son côté une ancienne discussion entre Kang ou celui qui demeure, et Ravonna Renslayer. L'échange entre les deux dénote d'une forme d'émerveillement typique des prémices d'une relation amoureuse entre les deux, d'autant plus que le personnage dont Renslayer est inspiré dans les comics a un rapport déjà compliqué de haine-amour avec Kang. De toute évidence, la General Dogs veut poursuivre leur mission comme si de rien n'était et elle entretient un rapport un peu étrange avec X5, lien dont B15 est un témoin des plus dubitatifs. Entre le témoignage de B15 et la preuve que les gardiens du temps étaient des marionnettes robotisées, la juge Gamble ordonne qu'on arrête d'élaguer, mais Dox souligne de son côté que le message des gardiens du temps reste juste, quoi qu'il en soit. Après avoir révélé ce qui se cache derrière les murs et les apparences, Loki rappelle rapidement, notamment à Mobius, le face-à-face et le dilemme auquel Sylvie et lui ont été confrontés contre celui qui demeure dans la citadelle de la fin des temps. Et tout cela se fait donc au pied d'un triptyque qui montre l'attaque des Kang dans le passé, une attaque qui est certainement amenée à se reproduire et qui nous ramène à la notion de temps cyclique, voire circulaire, qu'on retrouvera dans le nom d'Ouroboros. Toutefois, avant d'arriver à ce personnage, il faut quand même souligner que le duo d'acteurs formé par Owen Wilson et Tom Hiddleston fonctionne tellement bien que les réalisateurs risquent de se perdre dans leur contemplation. La scène de l'ascenseur, par exemple, fonctionne très bien et repose essentiellement sur le timing des deux interprètes. On comprend au passage que le fameux pad temporel de celui qui demeure permet donc de manipuler le temps, y compris au sein du TVA, ce que ne permettent évidemment pas ceux dont les membres de l'institution sont équipés. On est plongé dans une ambiance saturée de vert dans le département des réparations et améliorations d'Obi. Ke Huy Quan vient incarner avec conviction ce génie oublié des tréfonds de ce dédale et il ne fait absolument aucun doute que sa résurgence grâce à son rôle dans Everything Everywhere All at Once lui vaut sa place dans la série. Pour rappel, l'Ouroboros est un symbole d'éternité au caractère cyclique, il représente le renouvellement, le début et la fin de toute chose, et il est aussi dans sa version Jormungand, ce serpent géant qui entoure le monde nordique, l'un des monstres fils de Loki. Ce premier épisode est rythmé, il bénéficie d'un enjeu simple à comprendre, même si on lui associe des termes complexes. Ainsi, l'errance temporelle dont est victime Loki demande l'usage d'un extracteur d'aura temporelle. Entre risque de pelage de peau et de spaghettisation, avec un texte de sécurité qui souligne une augmentation de 7000% de la menace d'étirement infini du corps ou de l'apport de sécurité du fait des radiations temporelles. En effet, c'est l'effet théorique qu'une gravité qui tend vers l'infini devrait avoir sur un corps s'approchant du centre d'un trou noir.
On constate sur les installations les plus vitales du TVA l'impact de cette ramification du flux temporel, ce qui ne fait que souligner encore le dilemme auquel est confronté aussi bien Loki que les agents. Faut-il élaguer et fallait-il tuer celui qui demeure? Alors que Loki est projeté dans le futur et y recherche désespérément un bâton temporel, il constate que le TVA est en situation critique avec des branches hors de contrôle. Le TVA est en cours d'évacuation apparemment, ce qui correspond à n'en pas douter à une situation qu'on retrouvera plus tard dans la saison. Loki trouve Sylvie ou inversement, mais quelqu'un l'élague par surprise. Je me demande si la personne qui élague Loki est animée de bonnes ou de mauvaises intentions et j'aurais plutôt tendance à pencher pour la seconde hypothèse. Eh oui, je vois bien Renslayer élaguer Loki par surprise, tandis que Mobius chercherait à le prévenir par téléphone qu'il doit absolument se retourner. En effet, j'ai comme l'impression que ce coup de téléphone reviendra plus tard et que savoir qui est au bout du fil sera un point important, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Bien sûr. La scène de Mobius sur la passerelle marchant lourdement vers le flux temporel résume bien l'ambiance de Loki, il me semble. On a un mélange étonnant de ridicule désuet et charmant d'une part, mais aussi de drame humain et de décision héroïque de l'autre. Le design de la combinaison et l'ensemble de la scène sont vraiment réussis, et ce n'est pas peu dire quand on a l'habitude des visuels ratés dans les productions récentes de Marvel, que ce soit dans Secret Invasion ou encore She-Hulk. Alors c'est vrai, avec ces 40 minutes environ, ce premier épisode est court, et c'est encore et toujours ce problème récurrent, mais il est bien rythmé, ce qui est essentiel, et dans sa scène post-crédit, on retrouve Sylvie qui semble trouver refuge dans un McDo de 1982 en Oklahoma. Alors c'est vrai, on peut sans doute regretter que la série nous ramène encore et toujours sur Terre, alors que le TVA devrait sans doute s'occuper d'autres planètes et même d'autres galaxies. Ceci étant dit, tous les agents du TVA sont des humains, ou ont une apparence humaine du moins, ce qui est sans doute lié à l'origine de Kang, sans parler de la facilité d'engager des acteurs non extraterrestres. Si un McDo des années 80 est supposé être associé à un souvenir d'enfance paisible, du moins pour certains créatifs de chez Marvel Studios, ce n'est sans doute pas le cas pour nous tous ici en France. Ceci étant dit, cette impression d'un chez-soi est en fait une subtile référence aux comics, puisque Thor avait recréé la cité d'Asgard à proximité de la ville terrestre de Broxton, Oklahoma, après sa renaissance. Il est donc logique qu'une Asgardienne puisse y trouver une sensation de confort, alors même qu'elle aurait pu tenter de rejoindre une version ancienne d'Asgard qui aurait coûté nettement plus cher à l'écran à n'en pas douter. Et oui, il faut se souvenir que Sylvie est pourchassée par le TVA depuis son enfance, elle recherche donc une vibe tranquille, familiale et sans histoire. On notera toujours l'excellente musique de Nathalie Holt, qui est bien au rendez-vous pour ce début de saison 2. Quant au générique de fin, ses multiples références ne semblent pas vraiment contenir d'indices essentiels pour la suite de la saison. On remarque toutefois que la figurine du scaphandre accompagne le nom de la costume designer, et les accessoires comme les costumes de la série sont très réussis. Après avoir dit tout ça, reste, il est vrai, la question délicate de la situation de Jonathan Majors, alias Kang ou encore Victor Timely, vu en scène post-crédit d'Ant-Man Quantum Mania. L'acteur reste accusé de violence et autres comportements inappropriés. De toute évidence, son rôle est maintenu dans la série Loki saison 2. Nous verrons ce qu'il en sera pour la suite du MCU. Sur des questions plus légères, j'espère surtout que cette saison saura mieux définir les enjeux posés par cet antagoniste qui n'apparaissait pas du tout au niveau dans le piètre Ant-Man 3 justement. Je vous rappelle que le financement d'Avatar Légende, le jeu de rôle officiel, est en cours et qu'il vous tend les bras pour plonger dans l'univers fascinant des dessins animés, et vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, puisque ce vendredi était très chargé en sortie de série. Salut!